Les évolutions géographiques, environnementales, économiques et technologiques façonneront le monde dans lequel nous vivrons au cours des prochaines décennies. Ces mutations structurelles, à la fois individuelles et collectives, permettront aux individus, aux communautés et aux gouvernements de toutes les régions du monde d'améliorer leur façon de vivre, travailler et prospérer. En outre, l'accélération et l'entrelacement de ces tendances susciteront des défis nouveaux, plus intenses, auxquels vont devoir faire face les sociétés et les gouvernements. Après plusieurs décennies d'avancées extraordinaires en matière de développement humain, de nombreux pays risquent d'avoir des difficultés à tirer parti de ces progrès, voire à les pérenniser. En effet, plus les populations sont nombreuses et les ressources limitées, plus il est difficile d'élever le niveau dans les domaines de l'éducation et des soins. En outre, les conséquences du dérèglement climatique, températures plus élevées, précipitations irrégulières, élévation du niveau des mers, toucheront certes tous les pays, mais affecteront de manière disproportionnée les régions en développement et les plus pauvres. Le rythme et la portée des avancées technologiques vont probablement s'intensifier et s'accélérer. Cette tendance permettra à la fois de développer des compétences, mais aussi de créer de nouvelles tensions et perturbations au sein des sociétés, des industries et des États entre eux. Plusieurs tendances économiques mondiales, notamment l'augmentation de la dette souveraine, les nouvelles perturbations du secteur de l'emploi, un environnement commercial plus complexe et fragmenté et la montée en puissance des entreprises les plus importantes, sont susceptibles de modifier la situation au sein des États et entre eux. Ces facteurs structurels peuvent se répercuter de manière imprévisible, donnant à certains pays la possibilité de relever ces défis et même de prospérer, tandis que d'autres, accablés par une confluence de tendances moins favorables, seront mis en difficulté. L'évolution des tendances démographiques aggravera certainement les disparités économiques et politiques au sein des pays et entre eux, accentuant les tensions au niveau de la gouvernance des États, mais aussi en termes de migration. Ces pressions vont accroître les frictions entre les États. Des rivaux étatiques et non étatiques se disputeront la suprématie dans le domaine de la science et de la technologie, engendrant des risques et conséquences en cascade pour la sécurité économique, militaire, diplomatique et sociétale. De nombreux gouvernements pourraient voir leur marge de manœuvre réduite face à l'alourdissement du fardeau de la dette, à la diversité des règles commerciales et à la pression de nombreux et puissants acteurs étatiques et privés. Pendant ce temps, les économies asiatiques poursuivront leur croissance, au moins jusqu'en 2030, et chercheront à utiliser leur poids économique et démographique pour influencer les institutions et les conventions internationales. Démographie et développement humain. Principaux points à retenir. Le ralentissement de la croissance démographique et l'augmentation de l'âge médian mondial offrent de potentielles opportunités financières à certaines économies en développement. Mais le vieillissement rapide, le resserrement autour de la tranche d'âge la plus élevée dans certaines économies développées, et notamment en Chine, pèseront sur la croissance. Les pays relativement pauvres d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud seront à l'origine de la majeure partie de la croissance démographique mondiale. Ils connaîtront parallèlement une urbanisation rapide qui dépassera très probablement leur capacité à fournir les infrastructures et les systèmes éducatifs nécessaires pour exploiter pleinement leur potentielle croissance économique. Les changements démographiques et les intérêts économiques devraient accroître la pression migratoire en provenance des pays en développement, principalement de l'Afrique subsaharienne et principalement vers les pays développés vieillissants. Les conflits et les perturbations climatiques aggraveront ces tendances migratoires. Ces tendances démographiques et humaines pèseront sur les gouvernements pour qu'ils augmentent les investissements publics et contrôlent l'immigration. Elles risquent de nourrir une instabilité, de contribuer à la montée en puissance de l'Asie et d'alourdir la mission des institutions internationales déjà surchargées. Ralentissement de la croissance démographique, vieillissement des populations. Au cours des 20 prochaines années, la population mondiale continuera d'augmenter chaque année, s'accroissant d'environ 1,4 milliard de personnes pour atteindre un chiffre estimé à 9,2 milliards en 2040. Mais le taux de croissance démographique ralentira sur l'ensemble de la planète. La croissance de la population dans la plupart des pays d'Asie diminuera rapidement,
et après 2040, la population se resserrera autour des personnes les plus âgées. Bien que la croissance démographique de l'Inde ralentisse, elle dépassera la Chine et deviendra le pays le plus peuplé du monde vers 2027. Les taux de natalité restant faibles et l'âge médian ne cessant d'augmenter, la plupart des économies développées et une poignée d'économies émergentes verront leur population atteindre un pic, puis commencer à diminuer d'ici 2040, notamment la Chine, le Japon, la Russie et de nombreux pays européens. En revanche, l'Afrique subsaharienne élargie représentera environ les 2/3 de la croissance démographique mondiale et devrait presque doubler sa population actuelle d'ici 2050, ce qui laisse présager des pressions considérables sur les infrastructures, l'éducation et les soins de santé. Vieillir, une opportunité et un fardeau. La combinaison de la diminution du nombre d'enfants par femme et de l'allongement de la durée de vie fera passer l'âge de la population mondiale d'une médiane d'environ 31 ans en 2020 à 35 ans en 2040. Dans les pays à revenus intermédiaires, la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population pourront favoriser une amélioration du développement humain via l'augmentation de la part des adultes en âge de travailler dans la population, la participation accrue des femmes au marché du travail et la stabilité sociale engendrée par une population majoritairement plus âgée. Toutefois, l'évolution des structures d'âge posera des problèmes à certains gouvernements, notamment dans les pays en développement dont les populations vieillissent parfois avant d'atteindre des revenus plus élevés, c'est le cas de la Chine et de l'Europe de l'Est, et dans les pays pauvres où le nombre de jeunes s'accroît plus rapidement que la construction des infrastructures. Les populations plus âgées. L'augmentation du taux de dépendance des personnes âgées, la population âgée de 65 ans et plus par rapport à la population en âge de travailler, peut peser sur la croissance, même avec des stratégies d'adaptation telles que l'automatisation et l'immigration accrue. Dans de nombreux pays vieillissants, dont un certain nombre d'économies avancées, la tranche des plus de 65 ans devrait approcher les 25% de la population totale d'ici 2040, contre 15% seulement en 2010. Le Japon et la Corée du Sud devraient atteindre des âges médians de plus de 53 ans en 2040, contre 48 et 44 respectivement. L'Europe n'est pas loin derrière avec un âge médian moyen projeté de 47 ans, et des pays particulièrement vieillissants comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Ces pays devraient connaître un nouveau ralentissement de leur productivité au cours des prochaines décennies, car les travailleurs âgés affichent généralement moins de gains de productivité et une part plus importante du revenu national sera consacrée aux pensions et aux soins de santé des personnes âgées. Population en âge de travailler. Les pays dont les populations en âge de travailler sont nombreuses et où les personnes à charge, jeunes et âgées, le sont relativement peu, verront leurs ménages épargner et investir dans le développement humain. Les régions concernées seront l'Asie du Sud, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. 68% de la population de l'Asie du Sud sera en âge de travailler en 2040, contre 66% en 2020. L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord bénéficieront probablement aussi d'une proportion de population en âge de travailler supérieure à 65% au cours des 20 prochaines années. Les possibilités de croissance économique ne se concrétiseront que si ces travailleurs sont correctement formés et trouvent un emploi. Les défis actuels de l'Asie du Sud en matière de création d'emplois, d'adoption des technologies et de formation des compétences laissent penser qu'elle aura des difficultés à tirer pleinement parti de sa main-d'œuvre potentielle. Population jeune. Au cours des 2 prochaines décennies, les pays ayant une forte proportion de jeunes devront répondre aux besoins fondamentaux de leur population et risquent de subir une certaine instabilité sociale, souvent associée à l'explosion de la jeunesse. En Afrique subsaharienne, l'âge moyen ne devrait augmenter que légèrement pour atteindre 22 ans en 2040, ce qui reste bien en deçà du seuil d'âge médian de 30 ans, souvent associé à des niveaux plus élevés de développement humain. Plus d'un tiers de la population d'Afrique subsaharienne aura moins de 15 ans en 2040, contre seulement 14% de la population d'Asie de l'Est. Les autres pays les plus peuplés, qui resteront très probablement sous le seuil de l'âge médian en 2040, seront l'Afghanistan, l'Égypte et le Pakistan. L'urbanisation modifie les besoins de développement. Au cours des 20 prochaines années,
le succès ou l'échec des villes déterminera les opportunités et la qualité de vie d'une part croissante de la population mondiale. La part de la population urbaine devrait passer de 56% en 2020 à près des 2/3 en 2040, et la quasi-totalité de cette croissance se réalisera dans les pays en développement. À l'échelle mondiale, les grandes villes de plus d'1 million d'habitants ont connu une croissance 2 fois plus rapide que celle de la population globale. Près de 30% de la population mondiale vivra dans ces grandes villes d'ici 2035, contre 20% en 2020 selon les projections de l'ONU. Certains des pays les moins développés du monde connaîtront la croissance la plus rapide de leur population urbaine. Le nombre de résidents urbains dans les pays pauvres devrait augmenter, passant d'1 milliard à plus de 2,5 milliards d'ici 2040, selon les projections de la division de la population des Nations Unies. L'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud contribueront respectivement pour près de la moitié et d'un tiers à l'augmentation de l'urbanisation des pays pauvres. L'urbanisation a toujours été un moteur essentiel du développement économique, car les travailleurs occupent des emplois plus productifs dans les villes et les familles y bénéficient d'une meilleure éducation et d'infrastructures de qualité. Cependant, les pays les plus pauvres qui s'urbanisent rapidement risquent de tirer moins de bénéfices de ce cycle de développement vertueux. De nombreux gouvernements de pays en développement, même en travaillant avec le secteur privé et les organisations non gouvernementales, rencontreront des difficultés à financer les infrastructures de transport urbain, de services publics et d'éducation nécessaires. Une étude de la Banque mondiale de 2017 a montré comment certaines zones urbaines d'Afrique subsaharienne se retrouvent piégées par la pauvreté en raison des compétences insuffisantes de leurs travailleurs et des réseaux de transport dégradés qui entraînent des coûts plus élevés mais des revenus plus faibles pour les travailleurs. En outre, les taux de natalité dans les villes d'Afrique subsaharienne sont supérieurs aux autres régions en développement, ce qui peut aggraver le chômage au fil du temps en augmentant l'offre de main-d'œuvre dans les villes plus rapidement que les emplois ne peuvent être créés. Ces pays à revenus faibles et moyens inférieurs seront plus exposés à l'insécurité alimentaire à mesure de leur urbanisation. Ils ne produisent actuellement qu'un tiers de la nourriture par habitant comparé aux pays à revenus moyens supérieurs et à revenus élevés, ce qui rend nombre d'entre eux dépendants des importations. Les systèmes de distribution alimentaire de ces pays sont soumis à de plus fortes pressions et sont moins résistants aux catastrophes, sécheresses, inondations. De plus, les ménages urbains n'ont pas accès à une agriculture de subsistance. Les dérèglements environnementaux risquent d'engendrer un impact humain plus important dans les régions nouvellement urbanisées, car les populations denses sont souvent rassemblées sur les côtes ou dans des zones vulnérables dans lesquelles les infrastructures et les systèmes de contrôle et prévention des inondations et des tempêtes sont en retard. Les villes en plein essor d'Asie de l'Est, du Sud-Est et du Sud à revenus intermédiaires, ainsi que les zones urbaines à faible revenu d'Afrique de l'Est et du Sud, sont déjà exposées au plus grand nombre de catastrophes par habitant, d'après les statistiques de la base de données sur les catastrophes internationales. Les défis associés au développement. De nombreux pays vont se retrouver confrontés à des défis dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la lutte contre la pauvreté. Au cours des 20 dernières années, au moins 1,2 milliard de personnes sont sorties de la pauvreté. Leur revenu a dépassé 3,20 $ par jour, ce qui équivaut au seuil de pauvreté moyen dans les pays à faible revenu. En outre, près de 1,5 milliard de personnes ont atteint le niveau de revenu de la classe moyenne, soit au moins 10 $ par jour, grâce à un cycle vertueux de croissance économique et de développement social dans chaque région. Les améliorations fondamentales apportées en matière de santé, d'éducation et d'égalité entre les sexes ont entraîné une hausse du revenu par habitant. En conséquence, la capacité fiscale des ménages et des gouvernements a permis de nouvelles améliorations, en particulier dans les pays moins développés. Toutefois, il sera probablement plus difficile de réaliser des progrès aussi soutenus au cours des 2 prochaines décennies, notamment en raison du potentiel de croissance économique plus lente et inégale. Pour accéder à de plus grands niveaux de développement, l'enseignement secondaire et supérieur, la formation aux compétences numériques, la construction d'un réseau efficace d'infrastructures urbaines, l'amélioration de la condition des femmes et des groupes minoritaires, les pays doivent surmonter des obstacles sociaux, améliorer leur stabilité politique et augmenter l'investissement gouvernemental ou privé dans les services publics.
Dans une grande partie du monde en développement, les gains initiaux en matière de développement social résultent essentiellement de la transition économique favorisant le passage du primaire au tertiaire. Ainsi, les gouvernements ont encouragé les populations issues de l'agriculture à chercher des emplois salariés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'égalité entre les sexes. Dans les pays à revenus intermédiaires, ces objectifs ont déjà été atteints. La mortalité infantile, par exemple, est minime et aujourd'hui, la question de l'éducation primaire est quasiment généralisée au monde entier. Mais de nouveaux défis, tels que la pollution et les maladies non transmissibles, apparaissent. Compte tenu de l'augmentation rapide du nombre de ménages à revenus moyens au cours des 2 dernières décennies, les gouvernements pourraient avoir du mal à répondre aux besoins et attentes d'une classe moyenne mondiale plus urbanisée, plus connectée et en pleine expansion. Des progrès pour les femmes. Au cours des dernières décennies, le monde a connu des progrès remarquables en matière de santé et d'éducation élémentaire des femmes, ainsi qu'un élargissement des droits légaux dans de nombreux pays. Dans la plupart des économies en développement, le taux de natalité est passé en 2020 à moins de 3 enfants par femme en âge de procréer, et l'âge de la première naissance est plus élevé, ce qui accroît les possibilités d'éducation et de travail en dehors du foyer. L'Afrique subsaharienne continue de demeurer la plus grande exception dans ce domaine. Les taux de natalité ont diminué ces dernières années, mais ils s'établissaient en moyenne à 4,9 en 2020 et devraient rester élevés. La mortalité maternelle a été réduite de plus d'un tiers au cours des 20 dernières années, l'Asie du Sud étant à l'origine d'une grande partie de ces améliorations. La majorité des économies en développement ont rapidement réduit le retard du niveau d'éducation des filles, bien que le nombre moyen d'années d'éducation pour les filles ne représente encore que 81% du nombre d'années pour les garçons en Afrique subsaharienne. Cet écart d'éducation entre les sexes dans cette région ne devrait pas se combler au cours des 2 prochaines décennies, contrairement au reste du monde en développement. Les sociétés patriarcales d'Asie du Sud et des États arabes présentent les plus grands écarts en matière d'égalité globale entre les sexes au sein du foyer, au travail et pour les soins médicaux. Ce déficit devrait se poursuivre au cours des 20 prochaines années. Bien que les femmes soient les principales productrices de denrées alimentaires dans le monde, elles n'ont que des droits limités ou nuls à la propriété foncière dans de nombreuses régions. La subordination des femmes aux hommes, quel que soit leur niveau d'éducation, est inscrite dans le droit de la famille dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne. Selon une étude de l'ONU pour 2020, les femmes ne détiennent que 25% des sièges dans les législatures nationales en 2020, bien que ce chiffre soit 2 fois plus élevé qu'en 2000. Elles occupent un quart des postes de direction dans les entreprises et représentent moins d'un dixième des directeurs généraux des grandes entreprises. Amélioration de la survie et du bien-être des enfants. Dans de nombreux pays, les 2 dernières décennies ont été marquées par des progrès rapides dans la réduction de la malnutrition et de la mortalité infantile, principalement en raison de la diminution des maladies transmissibles évitables. Il n'y aura donc pas de nouvelles améliorations spectaculaires sur ce front. Les progrès seront particulièrement lents dans les régions où les conflits et les crises s'accroissent. Dans les années 1960, 13% des nourrissons mouraient au cours de leur première année de vie dans l'ensemble du monde en développement. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse à peine 3% en moyenne dans le monde en développement. La région où les défis à relever sont les plus importants est l'Afrique subsaharienne, où 5% des nourrissons meurent au cours de leur première année, en grande partie parce que la pauvreté et les taux de maladies transmissibles restent élevés. Élargir l'accès à l'éducation. Le niveau d'éducation est un moteur extrêmement puissant du développement humain. Il évolue lentement, mais l'amélioration de l'éducation contribue sans aucun doute aux gains attendus tout au long de la vie. Au niveau mondial, la proportion d'adultes ayant terminé l'enseignement primaire a atteint 81% en 2020, reflétant une augmentation rapide dans la plupart des régions et des groupes de revenus depuis les années 1960. Ce niveau d'instruction varie selon les pays en développement, allant jusqu'à 92% de l'ensemble des adultes dans les pays d'Amérique latine, d'Asie de l'Est et du Pacifique et d'Europe, et jusqu'à seulement 60% en Afrique subsaharienne. Toutefois, il sera probablement plus difficile pour les pays en développement d'élargir l'accès à l'enseignement secondaire en raison de son coût relativement élevé, des taux d'abandon plus importants,
certains étudiants choisissant de travailler plutôt que de s'instruire, et de facteurs culturels tels que le mariage précoce qui éloignent les femmes de l'enseignement formel. Le fait que la majorité de la main-d'œuvre ait atteint le niveau de l'enseignement secondaire a toujours été un facteur déterminant pour les pays qui souhaitent atteindre le statut de pays à revenus moyens supérieurs. Actuellement, ce seuil majoritaire est atteint dans les pays en développement d'Europe et d'Asie centrale, d'Asie de l'Est et du Pacifique et d'Amérique latine, mais seul un quart de la main-d'œuvre subsaharienne a suivi un enseignement secondaire. En outre, il est peu probable que l'Afrique subsaharienne atteigne ce seuil au cours des 2 prochaines décennies, car les investissements des gouvernements, des groupes religieux et des autres secteurs privés ne s'accordent pas à la croissance démographique. Ce défi freinera également la croissance économique, car les travailleurs, en particulier ceux qui préfèrent l'entrée précoce dans la vie active à l'éducation, n'auront pas les compétences nécessaires pour occuper des emplois mieux rémunérés. L'Asie du Sud progresse mieux que l'Afrique subsaharienne sur ce front et a la capacité d'atteindre le seuil de développement de l'enseignement secondaire vers 2040. Des classes moyennes mondiales en pleine ascension et en mutation. À l'échelle mondiale, le nombre de ménages correspondant à une définition large de la classe moyenne a grimpé en flèche au cours des 2 dernières décennies et même dépassé les prévisions. En 2020, environ 36% de la population mondiale faisait partie de la classe moyenne avec des revenus annuels compris entre 4 000 et 40 000 $, soit une augmentation de 13% depuis 2000 selon la base de données des enquêtes sur les revenus de la Banque mondiale. La plus forte croissance des populations de classe moyenne entre 2000 et 2018, dernière donnée d'enquête disponible, en pourcentage de la population a eu lieu en Russie, en Turquie, en Thaïlande, au Brésil, en Iran, en Chine, au Mexique et au Vietnam, par ordre décroissant. Au cours des 2 prochaines décennies, il est peu probable que la classe moyenne croisse à un rythme similaire. Les pays en développement à revenus moyens pourraient même avoir l'impression que leur progression ralentit. De même, dans de nombreux pays, il est peu probable que la forte croissance du revenu par habitant des 20 dernières années se répète, car la croissance de la productivité mondiale baisse et la population en âge de travailler diminue dans la plupart des régions. Les études sur le revenu des ménages suggèrent que la part de la classe moyenne dans la population mondiale va se stabiliser au cours des 20 prochaines années, même si ce résultat dépendra de la dynamique sociale et politique. L'Asie de l'Est et dans une moindre mesure l'Asie du Sud semblent mieux placées pour réaliser de nouvelles augmentations du revenu par habitant par rapport aux autres régions, réduisant ainsi dans une certaine mesure leur écart de revenus, d'éducation et d'espérance de vie avec les économies avancées. Ces régions bénéficient en effet de systèmes éducatifs efficaces, de réseaux sociaux généralement stables et d'une gouvernance compétente. En revanche, certains pays en développement, dont plusieurs en Amérique latine, risquent fort de tomber dans le piège de la classe moyenne, où l'inflation du salaire net dépasse la productivité des travailleurs, entraînant une stagnation de la croissance économique. Les problèmes des pays d'Amérique latine découlent en partie de la faiblesse des infrastructures et de l'adoption des technologies, ainsi que de l'inadéquation des systèmes éducatifs. Dans les économies avancées, la classe moyenne se resserre, un grand nombre de personnes accédant à des revenus plus élevés et une plus petite partie tombant sous le seuil de pauvreté. En outre, dans de nombreux pays, la classe moyenne est mise à rude épreuve par la hausse des coûts du logement, des soins et de l'éducation. Le pourcentage de la population tombant sous le seuil de pauvreté nationale dans les économies avancées a augmenté dans 19 pays sur 32 entre 2007 et 2016, notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, tandis que la majorité de ceux qui ont quitté la classe moyenne dans l'ensemble des économies avancées ont accédé à des niveaux de revenus plus élevés. Cela reflète la tendance à la polarisation des revenus, dans laquelle le nombre de travailleurs disposant d'emplois à faible revenu et le nombre de travailleurs occupant des emplois à haut revenu croissent en même temps. La plupart des travailleurs hautement qualifiés continueront probablement à bénéficier des technologies du lieu de travail, tandis que les travailleurs de qualification moyenne, effectuant des tâches répétitives, verront une partie de leur travail automatisé et seront confrontés à une baisse des salaires et à des pertes d'emploi. Certains travailleurs aux salaires élevés pourraient eux aussi voir leurs revenus remis en question par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.
L'endettement des ménages a déjà grimpé en flèche dans les économies avancées ces dernières années en raison de ces tensions internes et de la hausse des coûts des soins de santé, du logement et de l'éducation. Migration, des personnes en mouvement. Les tendances démographiques et les incitations économiques continueront de stimuler les migrations à grande échelle au cours des 2 prochaines décennies. Bien qu'il n'y ait guère de certitude quant au niveau de la migration en raison des fluctuations des politiques gouvernementales, les mouvements transfrontaliers de personnes perdureront à l'échelle mondiale, alimentant les débats sur la migration dans les pays de destination et aggravant les divisions sociales dans certaines régions. Les 20 dernières années ont vu un fort accroissement des migrations transfrontalières, non seulement en chiffres absolus, mais aussi en pourcentage de la population mondiale. En 2020, plus de 270 millions de personnes vivaient dans un pays vers lesquels elles avaient migré, soit 100 millions de plus qu'en 2000, ce qui représente une augmentation de plus d'1,5% de la population mondiale. La plupart des migrants ont quitté leur foyer pour des raisons économiques, mais des dizaines de millions de personnes ont également fui les conflits, la criminalité, la répression religieuse et sociale et les catastrophes naturelles. Pour la grande majorité des migrants qui sont des travailleurs, les flux migratoires reflètent clairement les différences de salaire entre les pays. Les flux vont des petites économies à revenus moyens vers les grandes économies à revenus élevés. Presque les 2/3 des migrants en 2019 provenaient d'économies à revenus moyens et plus de la moitié d'entre eux ont migré vers des pays à hauts revenus pour obtenir un meilleur salaire et envoyer des fonds dans leur pays d'origine. La croissance la plus rapide de l'émigration se situe autour de 4 000 $ de PIB par habitant, soit un revenu moyen inférieur qui permet à un individu de voyager. La courbe se ralentit lorsque le PIB par habitant atteint 10 000 à 12 000 $, ce qui correspond à un revenu élevé selon la Banque mondiale et rend les possibilités d'emploi dans le pays plus attrayantes. À l'avenir, la croissance démographique rapide viendra très certainement s'ajouter aux facteurs d'incitation existants en Afrique subsaharienne, tandis que de nombreux autres pays en développement approchent de la fin du pic des migrations. La population qui se trouve dans la fenêtre de migration intermédiaire de 4 000 à 10 000 – 12 000 $ a atteint un pic autour de 2010 pour plusieurs régions, notamment l'Amérique latine, l'Asie centrale et certaines parties de l'Europe de l'Est. L'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud sont également sur le point d'atteindre ou ont dépassé la période la plus forte pour ce facteur d'incitation aux revenus, mais le pourcentage de la population d'Afrique subsaharienne qui se situe dans cette tranche de revenus continuera d'augmenter au cours des 20 prochaines années. Le besoin accru de travailleurs dans les pays vieillissants est un facteur d'attraction croissant dans les pays européens et asiatiques. Fin 2019, les pays européens ont enregistré le plus grand nombre total d'immigrants transfrontaliers, près de 70 millions, selon les statistiques 2020 de l'ONU. Un tiers provient d'Europe de l'Est, dont la population en âge de travailler atteint son apogée au moment même où les économies européennes avancées commencent à vieillir rapidement. Les pays européens vieillissants et le Japon étendent le nombre de visas accordés aux travailleurs. Au cours des 20 prochaines années, les personnes fuyant les catastrophes et les conflits continueront à contribuer aux flux migratoires. Les données des Nations Unies et des ONG montrent que les troubles civils et politiques internes ont poussé 80 millions de personnes à quitter leur foyer à la fin de l'année 2019, dont environ un tiers a migré vers d'autres pays. Des implications et des perturbations générales. Ces tendances démographiques et de développement humain créeront une pression sur les gouvernements pour qu'ils augmentent les investissements publics et contrôlent l'immigration. Tandis que ces migrations accentueront l'instabilité de certains pays, elles vont contribuer indirectement à la montée en puissance de l'Asie et alourdir la mission des organismes internationaux de développement. Recul pour les femmes, les enfants et les minorités. La pandémie actuelle illustre la fragilité des progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté dans certaines régions, voire la régression de la condition des femmes, des groupes minoritaires et des personnes au faible statut économique, politique et social. Bien que jusqu'à présent la mortalité dans les pays à faible revenu, en dehors de l'Amérique latine, s'est avérée plus faible que dans les économies avancées, les conséquences économiques sont graves. Au-delà de l'engorgement des systèmes de santé et des retombées sur les revenus de millions de personnes, des perturbations plus larges sont à prendre en compte.
l'absence ou le manque d'éducation, le détournement des ressources médicales au détriment d'autres priorités, notamment les vaccinations et la santé maternelle. Une pression croissante pour les investissements publics. L'accroissement de la population, en particulier des classes moyennes dans les pays en développement, exerce une pression accrue sur les gouvernements pour qu'ils fournissent des biens publics tels que des logements abordables, l'éducation, les soins de santé et les infrastructures. Les zones urbaines mal gouvernées, en particulier celles qui ont accès à des infrastructures telles que des ports ou des aéroports internationaux, sont également des viviers idéaux pour les syndicats du crime organisé. Une épée à double tranchant pour la stabilité politique. Les populations plus âgées ont tendance à être moins violentes et moins extrémistes sur le plan idéologique, ce qui réduit le risque de conflits armés internes. L'Asie de l'Est et l'Amérique latine auront un âge médian supérieur à 30 ans, ce qui laisse présager une plus grande stabilité sociale. Ces populations ont également de fortes préférences pour la démocratie. Là où subsistent des régimes autoritaires, l'instabilité due aux révolutions de couleur risque de persister. En outre, dans les pays dont la population est jeune et en forte croissance, l'écart grandissant entre les attentes des populations urbaines croissantes et la capacité de leur gouvernement à leur offrir une éducation, des soins et un emploi peut accroître l'instabilité politique. Dans ces pays, le recrutement de mouvements extrémistes radicaux constituera également un risque majeur. Un débat accru sur les migrations. Les immigrants peuvent aider les économies développées à atténuer les inconvénients du vieillissement de la population en améliorant la productivité économique, en fournissant des services et en élargissant l'assiette fiscale. Toutefois, des pressions compensatoires, telles que les préférences culturelles marquées pour le maintien de l'identité nationale et de l'homogénéité ethnique, pourraient continuer à alimenter une réaction hostile aux immigrés dans de nombreux pays développés, et de plus en plus dans certains pays en développement et à revenus intermédiaires dont la main-d'œuvre est en déclin, comme la Chine. Par conséquent, beaucoup choisiront probablement l'innovation technologique et l'automatisation et limiteront l'immigration à des travailleurs très diplômés. Au sein des pays et entre eux, les débats et les divisions se poursuivront sur le volume de migration à autoriser et sur la manière de contrôler les flux. Certains changements pourraient profiter à un Orient en plein essor. De nombreux pays en développement d'Asie tireront des profits de ces tendances démographiques, ou du moins réussiront à surmonter les vents contraires démographiques. En conséquence, le revenu par habitant et le niveau de développement humain augmenteront probablement plus en Asie que partout ailleurs. Dans la plupart des pays asiatiques, la population en âge de travailler et très diplômée restera encore très importante. Ainsi, cette population sera apte à investir dans la santé et les infrastructures pour maintenir un bon niveau de bien-être. La plus grande variable sera probablement la façon dont la Chine va gérer la crise démographique qu'elle connaîtra au cours des 2 prochaines décennies. La baisse importante de la fécondité due à la politique de l'enfant unique a déjà stoppé la croissance de sa main-d'œuvre et l'obligera à doubler sa population de plus de 65 ans au cours des 2 prochaines décennies, pour atteindre près de 350 millions de personnes, ce qui dépasse de loin tous les pays. Même si la main-d'œuvre chinoise parvient à se rapprocher des niveaux de productivité des économies avancées grâce à l'amélioration de la formation et à l'augmentation de l'automatisation, la Chine risque de tomber dans le piège des revenus moyens d'ici à 2030, ce qui pourrait remettre en cause sa stabilité intérieure. Des institutions internationales de développement sous tension. Les institutions internationales dédiées au développement humain seront confrontées à un environnement opérationnel plus compliqué. L'augmentation du nombre de crises humanitaires est liée aux réfugiés, qu'elles résultent de catastrophes naturelles ou qu'elles soient provoquées par l'homme, vont détourner les organisations internationales de leur mission d'origine visant à apporter des améliorations systémiques en matière de pauvreté et de maladie. L'incapacité probable de nombreux pays à atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies pour 2030 aura le plus grand impact sur les sociétés à revenus intermédiaires, où les populations récemment sorties de la pauvreté exigent des progrès en termes d'éducation, de soins médicaux et de qualité de l'environnement. Les fournisseurs traditionnels d'aide au développement pourraient ne pas être en mesure de répondre aux besoins. L'insuffisance de l'aide multilatérale au développement pourrait faciliter les plans de la Chine et d'autres pays visant à tirer profit du financement des infrastructures urbaines essentielles dans les pays en développement.
Les futurs défis mondiaux en matière de santé. Les progrès réalisés en matière de santé élémentaire au cours des dernières décennies, meilleur accès aux médicaments et aux vaccins, amélioration des procédures médicales, ont permis de réduire les maladies, d'améliorer la santé globale, d'accroître la longévité pour un grand nombre de personnes dans le monde. Cependant, au cours des 2 prochaines décennies, plusieurs défis sanitaires risquent de persister et de s'étendre, en partie à cause de la croissance démographique, de l'urbanisation et de la résistance aux antimicrobiens. Stagnation des progrès dans la lutte contre les maladies infectieuses. Les progrès internationaux contre la tuberculose et le paludisme ont marqué le pas ces dernières années. De 2015 à 2019, le nombre de cas de tuberculose résistante aux médicaments dans le monde a augmenté et les cas de paludisme n'ont diminué que de 2% contre 27% au cours des 15 années précédentes, en partie à cause du nivellement des investissements internationaux. À l'avenir, les maladies infectieuses anciennes, émergentes et réémergentes continueront de présenter un danger pour les individus et les communautés. L'incidence de nouvelles pandémies est également susceptible d'augmenter en raison du risque accru de contamination de l'homme par de nouveaux agents pathogènes animaux et des facteurs qui favorisent la propagation, tels que la mobilité humaine et la densité de population. Résistance antimicrobienne croissante. La résistance aux traitements antibiotiques augmente dans le monde, en partie à cause de leur surutilisation et de leur mauvaise utilisation dans les soins vétérinaires comme dans la médecine humaine. Les infections résistantes aux médicaments causent plus d'1,5 million de décès par an. Le coût économique cumulé pourrait atteindre 100 000 milliards de dollars entre 2020 et 2050 en raison de la perte de productivité et du coût élevé des séjours prolongés à l'hôpital ou des traitements. Augmentation des niveaux de maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles sont désormais à l'origine de la majorité des décès dans le monde, principalement à cause du diabète, des maladies cardiovasculaires, du cancer et des affections respiratoires chroniques telles que l'asthme. Les experts de la santé prévoient que d'ici 2040, les maladies non transmissibles pourraient être à l'origine de 80% des décès dans les pays à faible revenu, contre 25% en 1990, en raison notamment de l'allongement de l'espérance de vie, mais aussi de la mauvaise alimentation, de la pollution et du tabagisme. Dans de nombreux pays, les systèmes de santé ne sont pas suffisamment équipés pour faire face à cette évolution, ce qui pourrait accroître les souffrances humaines. Les périodes de ralentissement économique exacerbent ces risques en mettant à rude épreuve les systèmes de santé publique et en exerçant une pression à la baisse sur l'aide étrangère et les investissements privés dans la santé. Des pressions croissantes sur la santé mentale, en particulier chez les jeunes. Les troubles de la santé mentale et les toxicomanies ont augmenté de 13% au cours de la dernière décennie, principalement en raison de l'augmentation de la population et de l'espérance de vie, mais aussi en raison de la prévalence disproportionnée des troubles mentaux chez les adolescents. Actuellement, entre 10 et 20% des enfants et des adolescents dans le monde souffrent de troubles mentaux et le suicide est la 3e cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 19 ans. Les experts de la santé prévoient que le coût économique des maladies mentales dans le monde pourrait dépasser 16 000 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années, une grande partie de ce fardeau économique résultant de la perte de revenus et de productivité due à l'invalidité chronique et la mort prématurée. Des recherches préliminaires prévoient qu'en raison de la pandémie, les habitants de toutes les régions du monde connaîtront des taux accrus de détresse mentale causés par des pertes économiques ou par l'isolement social.